Imaginez un instant. Depuis un petit appartement à Londres, un homme pense avoir percé le plus grand secret de l'humanité. Et du jour au lendemain, il se retrouve nez à nez avec la toute-puissance du gouvernement américain. C'est l'histoire incroyable de Gary McKinnon, le hacker aux ovnis. Alors, la question est posée. Est-ce qu'un hacker a vraiment pu trouver des preuves de l'existence d'ovnis sur les serveurs les mieux gardés de la NASA? C'est une affirmation complètement dingue, une affirmation qui a lancé une chasse à l'homme de 10 ans et qui, encore aujourd'hui, divise complètement. Pour essayer de comprendre, il faut revenir au tout début. Et notre histoire, elle commence avec un personnage qu'on n'attendait pas du tout, Gary McKinnon. Un véritable outsider dont la quête très personnelle va, sans qu'il s'en doute, entrer en collision frontale avec la sécurité nationale de la plus grande puissance du monde. Chacun de ces points, en fait, c'est une pièce du puzzle qui va nous permettre de comprendre le personnage. L'isolement, ça le pousse vers les mondes virtuels. Sa fascination pour les ovnis, ça lui donne un but, une vérité absolue à découvrir. Et surtout, l'informatique lui donne l'outil parfait pour y arriver. Sans même s'en rendre compte, il est en train de se forger le profil idéal du cyberexplorateur, mais aussi celui du futur accusé. Parce que l'histoire de Gary McKinnon, on ne peut pas la comprendre sans parler de son époque. On est à un moment charnière où la technologie et la culture ambiante créent une sorte de tempête parfaite. Le terrain de jeu rêvé pour un hacker qui aime travailler en solo. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est cette collision. D'un côté, on a un Internet qui est un vrai Far West numérique, plein de portes laissées grandes ouvertes, sans surveillance. Et de l'autre, une paranoïa collective, une méfiance généralisée envers le gouvernement, largement nourrie par la fiction comme X-Files. Pour McKinnon, le calcul était assez simple en fait. Si les secrets existent, alors ils sont forcément derrière ces portes. Et lui, il pense avoir la clé. Au début, il faut bien dire que McKinnon navigue un peu à vue, sans but très précis. Il explore. Mais en 2001, un événement va tout changer. Ça va lui donner une cible, une sorte de carte au trésor. Et là, c'est là que tout bascule. Le 9 mai 2001, le Disclosure Project lâche une bombe médiatique. Ils organisent une conférence de presse où des dizaines d'anciens officiels, des militaires, des gens du gouvernement, tous à la retraite, affirment que oui, la dissimulation est réelle. Pour McKinnon, qui regarde ça de loin, c'est la confirmation, la validation qu'il attendait. Dans sa tête, c'est clair, ces gens-là ne peuvent pas mentir. Donc les preuves, elles doivent exister. Elles sont forcément quelque part, bien cachées dans les serveurs du gouvernement. Et au milieu de tous ces témoignages, il y en a un qui va vraiment tout changer. Celui de Donna Haar, une ancienne sous-traitante de la NASA. Elle balance un truc énorme. Elle dit qu'on lui a ordonné de nettoyer des photos satellites, en gros d'effacer numériquement des ovnis. Mais le plus important, c'est qu'elle donne un lieu, un endroit précis, le bâtiment 8 du Johnson Space Center. Et là, pour McKinnon, c'est fini de fouiller au hasard. Il a une cible. Alors voilà, armé de cette information en or, McKinnon passe à la vitesse supérieure. Il concentre ses recherches. Et c'est là, dit-il, qu'il va faire 2 découvertes absolument dingues. 2 découvertes qui vont devenir le cœur de toute son histoire. Il faut s'imaginer la scène. Il est en train de farfouiller au milieu de fichiers administratifs hyper banals, et là, il tombe sur un simple fichier Excel. Il l'ouvre, et il voit un onglet au nom complètement surréaliste, officier non terrestre. Il y trouve des noms de vaisseaux, des mentions de transfert de flotte à flotte. Pour lui, c'est l'illumination. Ce n'est plus juste une théorie du complot, c'est la preuve qu'une flotte spatiale secrète existe bel et bien. Et la deuxième découverte, si c'est possible, est encore plus folle. Il réussit à accéder à un ordinateur qui est lié à ce fameux bâtiment 8. Il y trouve un dossier d'images non traité. Et là, avec sa connexion Internet bas débit de l'époque, une image en très haute résolution commence à se charger, très très lentement. Il raconte avoir vu apparaître, pixel par pixel, un objet immense en forme de cigare, lisse, sans aucune soudure, aucun rivet, rien, flottant en orbite juste au-dessus de la Terre. Et c'est là que tout s'écroule. Au moment précis où l'image devient enfin nette, sa connexion est coupée, terminée. Pas de téléchargement, pas de capture d'écran, rien. Il ne lui reste absolument rien de matériel. Juste son histoire, son témoignage. Il a vu l'incroyable, l'inavouable, mais il n'a rien pour le prouver. C'est sa parole contre celle de la NASA. Après ce qu'il pense être des découvertes monumentales, l'attitude de McKinnon change du tout au tout. Fini l'explorateur discret qui se cache. Maintenant, il est en mission. Il veut laisser une trace, il veut alerter le monde. Et cette décision, c'est celle qui va le conduire tout droit à sa perte. Il change complètement de tactique. Fini la discrétion. Il se met à laisser des messages un peu partout, avec une signature solo.
Dans sa tête, c'est un acte de militantisme presque citoyen. C'est sa façon de crier au monde et votre sécurité est une vraie passoire. Sauf qu'on est juste après le 11 septembre. Et pour une Amérique traumatisée, un type qui s'infiltre dans ses réseaux militaires, ce n'est pas un militant, c'est un ennemi. À partir de là, son arrestation n'est plus qu'une question de temps. L'étau se resserre. Les enquêteurs américains, ils ne sont pas bêtes. Ils relient facilement les intrusions entre elles grâce à sa signature solo et à ses méthodes qui sont toujours les mêmes. Mais la clé de l'enquête, l'erreur fatale, c'est un petit logiciel de contrôle à distance qu'il installe partout où il passe. Il suffit aux enquêteurs de remonter la piste de l'enregistrement de ce logiciel pour trouver une adresse email qui les mène tout droit chez lui, à Londres. Et là, la réponse américaine est glaciale. Elle est à la hauteur de la paranoïa de l'époque. Pour Washington, McKinnon n'est pas un doux rêveur qui cherche des petits hommes verts. C'est un cyberterroriste qui a paralysé le réseau militaire de Washington, effacé des registres d'armement critiques juste après les attentats du 11 septembre et causé pour près d'1 million de dollars de dégâts. Le portrait qu'il dresse est sans appel. C'est une menace pour la sécurité nationale. On pourrait penser que l'histoire se termine avec son arrestation en 2002. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ce n'est que le début d'un combat juridique et médiatique absolument acharné, qui va s'étaler sur une décennie entière. 80 ans, c'est la peine maximale que Gary McKinnon risque si elle est extradée et condamnée aux États-Unis. 80 ans de prison. Et c'est cet enjeu complètement démesuré qui va transformer un simple cas de hacking en une véritable affaire de droits de l'homme. Cette frise chronologique, elle résume 10 ans de pure bataille judiciaire. Au début, on a une affaire de piratage qui devient vite un enjeu diplomatique à cause d'une nouvelle loi sur l'extradition très controversée. Mais le véritable tournant, il arrive en 2008. On lui diagnostique officiellement le syndrome d'Asperger. Et là, ça change toute la perspective. On ne parle plus seulement d'un criminel, mais d'un homme vulnérable. Et au final, c'est cet argument, le risque énorme pour sa santé mentale, qui va tout faire basculer. Aujourd'hui, l'affaire McKinnon est terminée, judiciairement parlant. Mais elle laisse derrière elle un héritage vraiment complexe et durable qui dépasse de loin la simple histoire de cet homme. En fait, son héritage est double. Et c'est ça qui est intéressant. D'un côté, pour toute la communauté qui s'intéresse aux ovnis, il est devenu une légende, une sorte de martyr, celui qui a vu la vérité mais que le système a tout fait pour faire taire. Et de l'autre côté, sur le plan purement juridique, son cas a eu des conséquences énormes. Il a forcé le Royaume-Uni à revoir sa copie sur les lois d'extradition et surtout, il a créé un précédent majeur. La santé mentale d'une personne peut, dans certains cas, passer avant un traité d'extradition international. Au final, toute l'histoire de Gary McKinnon nous laisse avec cette question, qui reste ouverte. Alors, qui était-il vraiment ? Un chercheur de vérité qui est tombé sur un secret qu'il n'aurait jamais dû voir, ou simplement un cybercriminel un peu naïf dont l'imagination débordante a rempli les blancs. Le problème, c'est que sans aucune preuve, son histoire reste ce point de rencontre fascinant entre la technologie, la conviction profonde et le secret d'État. C'est un mythe moderne qui nous pose une question à tous. Jusqu'où est-on prêt à aller pour ce qu'on croit d'être la vérité ?